Le 31 août 1997, la mort tragique de la princesse Diana a figé le monde. Là, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris. On était sous le coup d'une disparition, la disparition d'une sorte de mythe. On a pris très vite la dimension de l'événement, du choc émotionnel planétaire. Même les journalistes à la BBC étaient en larmes. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là sous ce tunnel au cœur de Paris? Vous allez découvrir des témoignages exceptionnels d'hommes et de femmes qui ont été témoins de l'accident de la princesse et qui ont tenté de comprendre les dessous de ce drame. Je me suis mis à l'intérieur de la voiture, à genoux sur la banquette arrière, pour pouvoir l'aider à respirer. Je suis resté à peu près 20 minutes avec Diana. On aurait pu croire qu'elle dormait. C'est quelque chose d'énorme, donc il fallait faire très fort, très vite, très précis. Une semaine après sa mort, les obsèques de Diana ont fasciné le monde. Elles ont été suivies en direct par 3 milliards de téléspectateurs. Là, vous voyez des milliers et des milliers et des milliers de fleurs avec des gens qui sont là, qui visiblement ont l'air bouleversés. Elton John, il n'a plus jamais chanté cette chanson en public. Comment les fils de Diana ont-ils appris la mort de leur mère et comment se sont-ils construits sans elle? Nous avons un lien unique à cause de ce que nous avons vécu. 25 ans après, le doute plane toujours sur les raisons de la mort de la princesse et le travail de la brigade criminelle est toujours très critiqué. Diana, elle est la femme la plus photographiée au monde. Évidemment, ils se servent de ça, ils disent des chiens assoiffés de sang. Charles l'a-t-il fait assassiner pour pouvoir se remarier avec Camilla? La reine, quand on lui a appris la mort de Diana, elle aurait dit « quelqu'un a dû graisser les freins ». Élisabeth II voulait-elle l'empêcher d'épouser Dodi Al-Fayed car il était musulman? Sans les services secrets français, les services secrets britanniques n'auraient jamais perpétré ce meurtre. Qui était vraiment Dodi, le nouvel amant de Lady Di qui a perdu la vie à ses côtés? On disait qu'il consommait beaucoup de cocaïne. Et quel était le vrai visage de la femme la plus photographiée au monde? C'est tout à fait connu qu'elle souffrait de troubles qu'on appelle maintenant bipolaires. Vous découvrirez aussi pourquoi son mariage a été un désastre et pourquoi le prince Charles ne l'a jamais aimée. Lady Diana, elle a vraiment été choisie comme on choisit presque une pouliche dans une compétition. Le monde entier n'a Dieu que pour elle, et elle est obsédée que par une seule personne, c'est Camilla. C'était le début d'un désastre qui allait pratiquement anéantir la famille Windsor. Vous allez voir comment elle a manipulé les médias pour se venger de la famille royale. Il y avait des informations entre la sécurité et les photographes. Donc là, on est dans un jeu qu'elle a orchestré tout l'été. Qui était Asnat Khan, l'homme qu'elle aimait en secret à la fin de sa vie? Elle a manipulé sa relation avec Dodi pour essayer de récupérer l'homme qu'elle aimait véritablement. Kate Middleton, l'ex-roturière devenue princesse, vit-elle dans l'ombre de Lady Di? Kate a été élevée comme une missile guidée pour attraper le prince. Bien sûr, il y a l'ombre de Diana. La famille royale a été tellement traumatisée par l'événement de Diana qu'ils la contrôlent beaucoup. Toute sa vie, Lady Di aura déchaîné les passions. Et 25 ans après sa disparition, personne ne l'a oubliée. Il y a 25 ans, le 31 août 1997, le monde entier se réveille abasourdi par une terrible nouvelle. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris. Diana, la princesse de Galles, a été gravement blessée dans un accident de voiture à Paris. À l'aube, les télévisions du monde entier interrompent leur programme pour couvrir l'événement. Aujourd'hui, la princesse Diana est morte tragiquement. La princesse Diana est très sérieusement blessée et 2 autres personnes sont mortes. Ceci est une édition spéciale sur la mort de la princesse Diana. Les rumeurs les plus folles circulent déjà. Meurtre, complot, suicide. Que s'est-il réellement passé? Tout s'est arrêté. Tout le monde parlait que de ça. Toutes les émissions étaient interrompues. Un accident d'une extrême violence.
Une disparition brutale à laquelle personne ne peut croire. Moi, j'y ai pas cru, vraiment. C'est quand même un événement majeur dans la vie des filles de ma génération. C'est-à-dire que je pense qu'on se souvient toutes de où on était quand on a appris la mort de Diana, comme on se souvient tous de où on était le jour du 11 septembre ou le jour de la mort de Michael Jackson. Je n'ai jamais vécu un moment pareil où tout le monde se disait « mais c'est pas possible, mais elle est morte, mais comment est-ce que c'est possible, comment est-ce que ça peut arriver ?» Il s'agissait d'une femme jeune, qui avait des enfants, et tout cela, bien sûr, suscitait beaucoup d'émotions. En à peine quelques heures, le peuple britannique, choqué et totalement abattu, se réfugie devant les grilles du château de la reine pour rendre hommage à sa princesse du peuple. Là, vous voyez des milliers et des milliers et des milliers de fleurs avec des gens qui sont là, qui visiblement ont l'air bouleversés. Dès les premières heures de l'annonce de la mort de la princesse, immédiatement, il y a des tonnes de gens qui viennent apporter des fleurs devant les grilles de Buckingham. Buckingham est complètement submergé à tel point qu'il faut couper la route, ça devient dangereux. Nous verrons en images dans quelques instants les circonstances de cette tragédie, de cet accident. En France, TF1 annule tous ses programmes pour consacrer la journée entière à l'événement. On a pris très vite la dimension de l'événement, du choc émotionnel planétaire. La mort de Diana a eu un écho mondial exceptionnel parce qu'il est rare qu'une jeune femme belle, célèbre dans le monde entier, meure aussi stupidement dans un accident de voiture. La presse le dit à l'époque, elle parle de deuil mondialisé, de chagrin planétaire. Chose exceptionnelle, Tony Blair, le Premier ministre britannique, lui rend hommage en personne devant chez lui. Il est au bord des larmes. Elle était la princesse du peuple. Et c'est comme ça qu'elle restera, dans nos cœurs et dans nos mémoires, pour toujours. Même les journalistes à la BBC étaient en larmes. On était sous le coup d'une disparition, la disparition d'une sorte de mythe, ou en tout cas d'une figure un peu déjà légendaire, bien que très jeune. Diana a 36 ans et sa popularité est à son paroxysme depuis quelques mois. Diana, elle est la femme la plus photographiée au monde. Il faut imaginer ce que veut dire être la femme la plus photographiée au monde. Ça veut dire que vous n'avez aucune vie privée. Tout le monde connaît la princesse Diana, que ce soit des intellectuels, des sportifs, des pauvres, des riches. En plus, elle a été quelqu'un d'une empathie absolument extraordinaire qui a fait du bien aux gens. Elle a apporté de l'espoir, elle a apporté de la douceur, elle a apporté de la tendresse, elle a apporté de la compréhension. Une mort tragique qui a représenté une véritable onde de choc pour les médias du monde entier et qui va la faire entrer dans la légende. Le monde entier rend hommage à cette jeune femme mythique fauchée à 36 ans. Nous évoquerons sa vie et ce drame avec tous nos envoyés spéciaux à Paris, à Londres, à Washington. La mort de Diana, en fait, a envahi les journaux, non pas seulement le dimanche, naturellement, puisque là, de toute façon, c'était pratiquement le sujet unique de nos deux éditions de 13h et de 20h, mais jusqu'à l'enterrement et même bien après. La mort de Diana a représenté pour TF1 notamment, et pour les journaux de TF1, un moment exceptionnel, parce qu'on est resté pendant les 4 jours qui ont séparé la mort des obsèques, avec une audience inouïe. 10 millions de téléspectateurs midi et soir pendant 4 jours, parfois 12. Si cet accident déclenche cette tornade médiatique, c'est au fond parce qu'il y a là tous les ingrédients qui permettent aux médias de nous raconter une histoire, et une histoire aussi belle que dramatique. Immédiatement après l'annonce de la mort de la princesse de Galles, à 6h du matin, le monde entier s'interroge. Elle est morte comment? Est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'elle a été tuée? Est-ce que quelque chose lui est arrivé? Est-ce qu'elle s'est suicidée? Personne ne savait, il n'y avait aucune information qui sortait. Les premières informations, c'est le docteur Frédéric Maillet qui les a. À l'époque, il travaille pour SOS Médecins et il est témoin par hasard d'un accident de la circulation peu après minuit. C'était une très belle soirée, il faisait beau. Je me souviens avoir vu la tour Eiffel qui scintillait. Et puis, en approchant du tunnel de l'Alma, j'ai vu qu'il y avait de la fumée à l'intérieur du tunnel. Le médecin se précipite dans le tunnel et intervient immédiatement. Clairement, l'accident venait juste de se passer. Il y avait encore de la fumée qui sortait du moteur. Et puis le klaxon était encore en marche. Et j'ai regardé à l'intérieur ce qui se passait.
Il y a 4 victimes. Le chauffeur, Henri Paul, ainsi que Dodi Al-Fayed, le nouveau compagnon de Diana, sont morts sur le coup. La princesse et son garde du corps sont toujours en vie. La passagère arrière était somnolente, elle était assise, affalée par terre. Elle avait la tête penchée sur elle, elle avait du mal à respirer. Il fallait l'aider à respirer pour qu'elle puisse tenir, pour qu'elle puisse attendre les secours qui arriveraient plus tard. Le médecin ne le sait pas, mais la femme qu'il tente de sauver à tout prix est la princesse de Galles. Je me souviens d'une belle femme, son visage était intact, il n'y avait pas de plaie. Frédéric Maillet prodigue les premiers soins à la princesse. Je me suis mis à l'intérieur de la voiture, à genoux sur la banquette arrière, pour pouvoir avoir un bon accès à la tête et l'aider à respirer. Diana semble bien répondre à ces stimulations. J'ai vu qu'elle a regagné un peu plus de tonicité, un peu plus de réactivité. Sous le tunnel, des paparazzis tournent autour de la voiture alors que Frédéric Maillet tente de maintenir Lady Di en vie. Et j'ai quand même été surpris parce qu'il y avait beaucoup de flashs qui étaient pris, ça crépitait dans tous les sens. Je sentais même un peu de frénésie derrière moi, mais j'étais vraiment attentionné à ce que je faisais auprès des victimes. Une dizaine de minutes plus tard, les ambulanciers prennent le relais. La princesse Diana est extraite encore vivante de l'épave de la voiture et transférée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, situé à 6 km de là. Daniel Bourdon, ancien officier de la brigade anticriminalité, est dépêché sur place pour assurer sa sécurité. Elle a mis 20 minutes depuis le pont d'Austerlitz jusqu'à l'entrée de la Salpêtrière. Une distance qui se parcourt en moins de 5 minutes en temps normal. J'ai appris par la suite, c'est parce que Diana faisait des arrêts cardiaques. Et à chaque fois, ils arrêtaient le véhicule pour la réanimer, la remettre en vie. Lady Di est entre la vie et la mort. À la surface, il y a beaucoup de policiers qui sont là pour faire les barrages sur les paparazzis, enfin tout ce qui peut venir gravir autour de cet accident. Et nous, on est au sous-sol, collés à la porte du bloc opératoire de Diana. La tension est palpable. J'ai l'image d'un chirurgien, je le vois arriver, il vient pour Diana, il se change dans le couloir, quoi. Il est au bout du couloir, il prend sa veste, son veston, il le jette presque par terre, l'infirmière ramasse pour s'habiller pour arriver le plus vite possible. C'est une image incroyable. À peu près au même moment, la spirale médiatique se met en marche. À cette époque, c'est Robert Namias qui dirige l'information de TF1. Claire Chazal, la présentatrice des JT du week-end, est injoignable. C'est donc lui qui est appelé. Le téléphone a sonné à 3 heures. Au bout du fil, le garçon qui, à TF1, faisait cette nuit-là la veille de l'information de TF1, et qui me dit « Diana a eu un accident de voiture, apparemment c'est grave ». Le temps qu'il arrive à TF1, le destin de Diana est joué. Vers 4 heures du matin, je vois les 2 chirurgiens qui ont opéré Diana qui sortent, et à leur visage, je comprends tout de suite que Diana est morte. Daniel Bourdon est une des seules personnes à savoir ce qui s'est passé ensuite à l'hôpital et surtout à accepter de le raconter. Quelques minutes après, on vient me chercher, moi, avec une infirmière, pour me dire, voilà, Diana est décédée, il va falloir la remonter au premier étage pour improviser une chambre mortuaire. Quelqu'un va aller chercher une robe de Diana à l'hôtel au Ritz pour pouvoir... donc ce sera une robe bleu marine d'ailleurs, puisque bon, pour les circonstances. L'officier de police est le dernier à avoir vu la princesse Diana avant que la nouvelle de sa mort n'envahisse les médias du monde entier et que ses fils, William et Harry, soient prévenus. Je restais à peu près 20 minutes avec Diana. On aurait pu croire qu'elle dormait, elle avait encore le bronzage parce qu'elle revenait de vacances. Pour moi, Diana, elle dort, quoi. Elle a qu'une petite blessure là, bon, l'essentiel de ses blessures étant au thorax. Et donc, ça se voit pas, quoi. Donc c'est un moment assez particulier pour moi. Là, à ce moment-là, je prends l'ampleur de ce qui va se passer dans le monde. Vers 6 heures du matin, le professeur Bruno Rioux et Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur de l'époque, annoncent la mort de Diana lors d'une conférence de presse. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque
externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin. J'adresse les condoléances de la France à la famille royale, aux familles des victimes et au peuple britannique tout entier. Robert Namias choisit alors d'interrompre les programmes de TF1 qui à cette heure-ci diffusent des dessins animés. J'ai pris la décision d'ouvrir l'antenne de TF1 à 6 h du matin et j'ai annoncé la mort de Diana à 6 h sur TF1. Le docteur Frédéric Maillet apprend alors, en même temps que le monde entier, que c'est la princesse de Galles qu'il a tenté de sauver sous ce tunnel au cœur de Paris. Ça a été un sacré choc de découvrir que j'ai été la dernière personne qu'elle a entendue de son vivant. Je me sens quand même un peu dépositaire des derniers moments de sa vie. La mort de la princesse Diana est si brutale que personne n'ose y croire. Des scénarios dignes d'un film circulent sur la planète. On parle même de meurtre. La reine, quand on lui a appris la mort de Diana, elle aurait dit « quelqu'un a dû graisser les freins ». Des rumeurs affirment aussi que Diana s'est droguée ce soir-là. Dodi traînait après soi une sinistre réputation. On disait qu'il consommait beaucoup de cocaïne, qu'il ne détestait pas boire au-delà de la soif. Est-ce que ça a excité Diana? D'autres que Lady Di était enceinte, qu'elle allait se marier avec Dodi et que Buckingham voulait supprimer le couple pour éviter qu'un homme qui n'était pas chrétien ne devienne le beau-père du futur roi. Cette histoire de grossesse, ça nous apparaissait vraiment bidon. La princesse est devenue une telle icône que personne ne veut croire à la thèse de l'accident. Et donc naît, à partir de cet événement, non pas une rumeur, non pas 2 rumeurs, mais des dizaines de rumeurs autour d'une mort qui ne peut pas être une mort aussi banale. C'est une princesse extraordinaire. Sa mort, nécessairement, elle doit être extraordinaire. Martine Monteil, qui dirige la brigade criminelle au moment de la mort de Diana, se retrouve confrontée à une enquête incontrôlable. Ça va déchaîner, évidemment, sur la planète des remous. Et puis, il va y avoir, bien sûr, les premières questions. Mais est-ce vraiment un accident? N'y a-t-il pas eu quelque chose de plus sombre, etc. derrière? Dans ce climat, elle n'a pas le droit à l'erreur. Donc il fallait faire très fort, très vite, très précis, de telle sorte que, quel que soit l'angle, la façon dont on relise l'enquête, on se dise, bon, toutes les portes, entre guillemets, ont été fermées. 3 personnes sont mortes dans l'accident. Diana, le chauffeur, et bien sûr Dodi Al-Fayed, le compagnon de la princesse. Le monde entier attend le témoignage du seul survivant, Trevor Rhys-Jones. Mais jusqu'à aujourd'hui, le garde du corps de Diana n'a aucun souvenir de l'accident. Mohamed Al-Fayed, milliardaire égyptien et père de Dodi, croit dur comme fer à la théorie du complot. Pour lui, c'est un meurtre. Le coupable, c'est le mari de la reine et il veut le prouver par tous les moyens. Monsieur Al-Fayed, il avait un vrai pouvoir, c'est celui de l'argent. Et il s'était offert une compagnie de détectives privés. Il affirme que son fils venait d'acheter une bague de fiançailles pour Diana, ce que nous a confirmé le joaillier. Et que la couronne était prête à tout pour empêcher ce mariage. Depuis le début, vous, monsieur Al-Fayed, vous n'y croyez pas. Et vous parlez de complot, de meurtre organisé par la couronne britannique, aidé par les services secrets anglais, américains et français. Et quel serait le mobile de ce crime ou de ces crimes? Eh bien, le mobile de ce crime, c'est un racisme absolu. Il aurait s'agi du beau-père du futur roi d'Angleterre. Et c'est ça la raison, c'est ça le mobile. Et la personne qui a organisé cela et qui a payé de sa poche, c'est le prince Philippe. Le monde entier suit l'enquête. La pression est énorme pour la police française.
Tous les standards sont débordés. On comprend que c'est quelque chose d'énorme et que tout le monde est en attente. L'enquête, on l'a suivie, mais pratiquement heure par heure pendant plusieurs jours, parce qu'au début, nous n'avons pas su. La première hypothèse sérieuse, c'est que ce sont les paparazzi qui sont coupables. En pourchassant la Mercedes pour faire des photos, ils auraient gêné le chauffeur. Ils ont tué Diana. C'est vous, la presse, qui l'avez tuée. C'est vous, les pourris. Et vous êtes là pour ramasser les os? Les plus grandes stars n'ont aucun doute et répandent la rumeur. Pensez-vous que les paparazzi soient responsables? Oui, bien sûr. La presse dans son ensemble est fantastique. On parle d'un petit groupe de traîtres. Ce sont des harceleurs, des gens qui harcèlent en toute légalité. Ils en ont tué plein, ils ont tué Romy Schneider, ils ont tué Patrick Devers aussi. Il y avait quand même des intrusions trop idiotes. Charles Spencer, le frère de Lady Di, accuse publiquement les grands groupes de presse d'avoir tué sa sœur. Le moment n'est pas propice aux accusations, mais à la tristesse. Je dois tout de même avouer que j'ai toujours pensé que la presse finirait par la tuer. Chaque patron de presse et chaque journaliste qui a payé pour avoir des photos intrusives d'elle a du sang sur les mains aujourd'hui. Aucun photographe impliqué dans l'accident n'a souhaité nous répondre. Mais Sébastien Valliela, l'un des plus célèbres paparazzi français, les connaît bien. Il n'a aucun doute sur leur innocence. Donc il y a une polémique qui est organisée par des gens qui ne nous aiment pas et avec qui on a eu des problèmes pendant de nombreuses années et qui se trouvent présenter le journal. Voilà. Donc évidemment, ils se servent de ça, ils disent des chiens assoiffés de sang. Le magazine allemand Bild n'a pas hésité à publier 2 photos du drame, faisant savoir qu'il ne s'agissait pas de photos de paparazzi, mais de clichés pris par des touristes au téléobjectif à 80 mètres. C'est bien connu, à 1h du matin à Paris, de nombreux touristes se promènent avec leur téléobjectif en bandoulière. Le monde entier a dit les paparazzi ont tué Diana. Immédiatement après l'accident, 6 photographes et un motard de presse sont placés en garde à vue, puis mis en examen. Il leur a été reproché non-assistance à personne en danger et un homicide involontaire. Ils risquaient des peines de prison jusqu'à 5 ans de prison ferme. Ce qui nous intéressait beaucoup, c'est quelle a été leur attitude dans l'arrivée du tunnel immédiatement après l'accident, c'est-à-dire est-ce que je pense d'abord à photographier les personnes qui sont dans le véhicule, puisqu'ils savaient, eux, qui c'était, ou est-ce que j'appelle les secours? Ils ont fait les deux. Ils ont appelé les secours, ils ont fait les photos. On a retrouvé sur leur téléphone portable les traces d'appel au secours. Si les paparazzi suivent la Mercedes, c'est parce qu'Henri Paul, le chauffeur de Dodi Al-Fayed et de Diana, leur a dit où allait le couple. Ils se rendaient chez Dodi près des Champs-Élysées, c'est-à-dire à moins de 2 km du lieu de l'accident. Ils savaient très bien où allait Diana ce soir-là. Et ils avaient, chaque photographe qui était derrière, leur binôme à l'arrivée là-bas qui allait faire la photo. Car si la romance de Dodi Al-Fayed et de Diana s'affiche en une des journaux du monde entier depuis plusieurs semaines, c'est parce que Diana orchestre elle-même cette mise en scène. Elle veut donner d'elle l'image d'une femme libre et heureuse, malgré son divorce et sa rupture avec la famille royale. C'est là où on voit à la fois la prestance de Diana, sa capacité à manipuler l'environnement médiatique et en même temps, elle met en place les éléments qui vont se refermer sur elle et le piège dans lequel elle va tomber. Mais au dernier moment, Dodi Al-Fayed décide d'éviter les photographes et de sortir du Ritz par la porte de derrière. Si le couple change de stratégie, c'est-à-dire refuse de prendre la limousine, la leur, qui les attend devant le Ritz, c'est parce qu'ils sont gênés. Ils sont suivis depuis le matin, le Bourget. Ils ont des paparazzi derrière eux. Bon, sauf que les paparazzi, par définition, on les lâche pas comme ça. Les paparazzi sont derrière eux et ils suivent la voiture à allure normale jusqu'à ce que le chauffeur prenne la décision de les semer. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont sortis du Ritz. Ils étaient en voiture derrière jusqu'à la Concorde. À la Concorde, le chauffeur, il a grillé le feu. Vous voyez la distance qui sépare ce feu à la Concorde, près du Crayon, jusqu'au tunnel. Il y a quand même une grande distance. Il est tout seul, tout le long de ce chemin, à 180 km/h. Et moi, je vous explique, un accident à 180 km/h, si vous êtes derrière en scooter, en moto, vous vous arrêtez pas, vous non plus. Hein. Quelques secondes après l'accident, un premier paparazzi entre dans le tunnel. Le premier qui arrive, il est pompier volontaire en plus. Donc, il baisse ses appareils, et ça, la police le prouvera, puisque quand ils ont développé ces films, il n'y a aucune photo qui sont faites à ce moment-là. Donc voilà, son premier geste, lui, c'est d'aider. Je me suis aperçu que
que c'était une Mercedes avec le coffre de la voiture. Et je me suis dit que ça pouvait être eux. Au bout de quelques secondes, je me suis repris en main j'ai essayé de leur porter secours, de voir s'ils étaient vivants, tout simplement. Est-ce qu'à ce moment-là, vous faites des photos? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était pas vraiment le moment pour faire des photos. Le docteur Frédéric Maillet confirme. À aucun moment, les paparazzi ou les gens qui étaient autour de la voiture m'ont empêché de travailler. Ils ne m'ont pas empêché d'accéder aux victimes. À aucun moment, ils ne m'ont demandé de bouger la tête ou de me pousser pour avoir une meilleure photo. Les photos ont été prises quelques minutes plus tard, une fois les secours prévenus. Martine Monteil est l'une des rares personnes à les avoir vues. Elles sont toujours sous scellé à la brigade criminelle. On a saisi toutes les photos, on a tout sorti des appareils. Le but était aussi, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de photos sordides qui partent dans le monde, quoi. Des images qui se sont pourtant retrouvées pendant quelques heures sur les bureaux des patrons de presse la nuit de l'accident. C'est-à-dire qu'il y a des photos qui sont échappées ce soir-là du tunnel pendant peut-être, je dirais, 24 heures, et qui ont été rattrapées après par la police, mais elles ont fait le tour des rédactions. Les enchères étaient montées très très haut. Car ces photos sont les dernières photos de la princesse Diana encore en vie. On parle de près de 5 millions d'euros pour un seul cliché. On les a vues, ces photos, nous. Donc, bon, voilà, c'est pas digne. C'était pas des photos macabres, moi je les ai vues. Diana, il y a des photos d'elle, elle a juste un filet de sang qui coule là, mais elle n'est pas abîmée du tout, etc. Donc c'est des photos qui pour moi auraient pu passer, c'était des photos que je qualifierais quasiment d'historiques. Finalement, après une enquête qui aura duré 3 ans, les paparazzi ont définitivement été blanchis. Je pense que les paparazzi, psychologiquement, ont conditionné M. Paul. Mais dire qu'ils sont responsables dans le déroulé complet de l'accident, non, puisqu'au moment de l'impact, ils sont derrière, mais ils ne sont pas la cause. Ça a été un faux procès qui a été fait, et d'ailleurs, la justice a fini par le prouver quelques années après, quand le procès s'est fini. La deuxième piste que doit rapidement explorer le quai des Orfèvres, c'est celle du chauffeur, Henri Paul. À l'époque, il est le numéro 2 de la sécurité du Ritz. Qui est-il? Que s'est-il passé? Dans quel état était-il? Il faut que je sache tout sur M. Paul. Ce jour-là, Henri Paul ne travaille pas, mais il est appelé en fin de soirée pour conduire le couple chez Dodi Al-Fayed. On apprendra grâce à l'autopsie qu'il avait bu de l'alcool et pris des antidépresseurs avant de prendre le volant. Ils ont abandonné l'idée de prendre leur propre véhicule qui était devant le Ritz et qui les attendait pour tout d'un coup faire un montage un peu brusque, un peu à la va-vite, parce qu'ils n'avaient pas envie d'affronter la meute des journalistes. Donc ils font ça très vite avec ce monsieur Paul au milieu qui devient un peu le chef d'orchestre de tout ça et qui prend le volant. Et M. Paul avait 1,74 g de taux d'alcool en sang. On a découvert des traces d'antidépresseurs, de Prozac, de Noctamide, des choses de ce genre. Henri Paul était ivre. Et comme l'a montré une enquête de journalistes de Paris Match, il conduisait une voiture peu fiable, qui des années plus tôt avait même été retirée de la circulation. Mais pour les enquêteurs, le passé de cette voiture n'a rien à voir avec l'accident de Lady Di. On a décortiqué la voiture, dont on a bien compris que c'était une voiture qui était tout à fait saine, il n'y avait pas d'éléments douteux, elle a été expertisée plusieurs fois, avec des contre-expertises. Franchement, qu'est-ce qu'on fait après? Le chauffeur roulait à vive allure et un obstacle l'a gêné quand il est entré dans le tunnel. Une Fiat Uno qui l'a percuté en essayant de l'éviter. C'est les débris de feu arrière plus la peinture qui nous font dire que c'est une Fiat Uno de phase 1. Le supposé conducteur de cette voiture, un jeune homme d'origine asiatique, a été entendu par les enquêteurs 3 mois après le drame. Mais il a tout nié en bloc. La police l'a mis hors de cause après avoir fait expertiser sa voiture, qu'il avait pourtant grossièrement repeinte en rouge peu après l'accident.
Malgré des doutes sur le récit de cet homme, les investigations sur la Fiat Uno en sont restées là. Des années après, l'enquête sur la disparition tragique de Diana est toujours très critiquée. Parce que dans cette enquête, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Pourquoi est-ce qu'Henri Paul, le chauffeur de Diana, s'est enivré avant de prendre la voiture? C'est quand même curieux. Est-ce que c'est vraiment le sang à lui qui était testé ou le sang de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme information sur cette mystérieuse Fiat Uno dont des morceaux de feu arrière étaient trouvés dans le tunnel de l'Alma? Ça laisse toujours la porte ouverte au doute sur la mort de Diana, sur la véritable cause de la mort de Diana. On a reconstitué seconde par seconde. Après, s'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus, bon, c'est leur problème. Moi, j'ai accès aux preuves. Les preuves existent. Et j'espère que la Cour d'appel se rendra bien compte de la situation. Sans les services secrets français, les services secrets britanniques n'auraient jamais perpétré ce meurtre. Et j'espère que la Cour d'appel fera la justice. C'est un accident de la circulation, point barre. La justice a tranché. La princesse de Galles et Dodi Al-Fayed sont morts dans un simple accident. Mais 25 ans après la tragédie, le mystère reste entier. Diana a-t-elle emporté des secrets compromettants pour la couronne britannique? Est-ce qu'il y avait des secrets qui allaient peut-être entamer une institution multimillénaire? Au fond, on ne saura jamais d'ailleurs réellement la cause de l'accident. Est-ce que les paparazzis ont cette responsabilité? Est-ce que le chauffeur? Est-ce que... On ne saura jamais vraiment. Elle est morte dans un accident de voiture. Il n'y a rien de plus banal qu'un accident de voiture. Si, il y a peut-être Clo-Clo dans son bain électrocuté. C'est des choses comme ça où on se dit, mais c'est tellement des icônes. Ils ne peuvent pas mourir bêtement comme nous. Eh bien si, en fait. Les obsèques nationales de Lady Di ont lieu à Londres le 6 septembre 1997. C'était une personne formidable, belle, elle était juste adorable. On aurait tous voulu lui ressembler. Des millions de personnes descendent dans la rue pour rendre un dernier hommage à la princesse et soutenir les deux petits princes devenus orphelins, William et Harry. Ils sont écrasés par le chagrin. Mais le poids de la couronne les oblige à marcher des centaines de mètres sous le regard du monde entier, sans craquer. Moi, je garde l'image des petits garçons, tout seuls, tout petits au milieu de la foule. Je les ai trouvés admirables. Je me souviens, moi, j'étais pas bien vieille, hein, j'avais 17 ans, mais ils étaient plus petits que moi. Et je me disais, mon Dieu, mais moi, à leur place, je pourrais pas faire ça. La lumière a commencé à basculer un peu sur Harry, qui était le plus jeune. Je pense que les gens, c'est de la projection, se projetaient dans ces enfants orphelins. Leur père, le prince Charles, confiera plus tard qu'il n'avait qu'une envie, prendre ses fils dans ses bras. Lorsqu'il marche derrière le cercueil de son ex-femme avec ses fils, il est ému. Mais il est aussi très nerveux, car il est au summum de l'impopularité et il se pense menacé de mort. Charles se disait, si le peuple pense qu'éventuellement je suis à l'origine d'un complot pour assassiner Diana, dans ce cas-là, ma vie est en danger parce qu'elle était vraiment la princesse des cœurs. Le capital sympathie était pour elle et pas pour moi. Charles a pu à un moment se sentir lui aussi potentiellement en danger. Ce jour-là, la reine est aussi critiquée par la foule qui l'accuse d'être insensible à la mort de Diana. Alors, quand elle s'incline devant sa dépouille, le geste est extrêmement fort. L'image qui m'a le plus touché, c'est que lorsque le carrosse est passé devant Buckingham Palace, et que la reine a incliné sa tête. Quand la cérémonie religieuse commence à Westminster, le silence qui règne dans Londres est assourdissant. Le monde entier a les yeux rivés sur William et Harry. Ils ont été profondément choqués, secoués par la disparition de leur maman. Et pour les préserver, la reine interdit aux chaînes de télévision de faire des gros plans sur les visages des petits princes. Par moments, on a envie de se retrouver en famille, on a envie de partager sa peine avec les siens et pas avec les autres.
Mais il y a un adieu dont tout le monde se souvient et qui a fait de ses funérailles un événement populaire sans précédent. Tout le monde est encore sous le choc et il y a plein de gens qui n'ont pas pleuré. Il faut un moment où les larmes vont monter et où enfin, voilà, tout ce trop-plein d'émotions va sortir. Et donc ce moment, c'est quand Elton John, qui est un très cher ami de la princesse Diana, va chanter sa chanson « Candle in the Wind ». Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Lorsqu'Elton John s'installe au piano, le monde entier retient son souffle et guette l'émotion sur le visage du chanteur. To those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Il pensait qu'à une chose, c'était pas faire de fausses notes, parce que tout le monde le regardait. Et il fallait pas pleurer, il fallait pas faire de fausses notes. Et il était concentré là-dessus. 25 ans après, il refuse toujours qu'on diffuse ces images, très précieuses pour lui. Depuis ce 6 septembre 1997, il n'a plus jamais chanté cette chanson en public. Il a toujours refusé. Il a dit la seule personne qui pourrait me faire chanter cette chanson en public, il y en a 2 sur Terre, c'est William et Harry. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Alors, quand une semaine plus tard, la chanson sort en single, le public se l'arrache. From a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. Encore sous le choc, des millions de personnes n'arrivent pas à faire le deuil de Diana et écouter cette chanson, c'est une manière pour elle de ne pas tourner la page. Il est numéro 1 des ventes en Angleterre, évidemment, en France, partout en Europe, au Japon, en Australie, aux États-Unis, numéro 1 des ventes partout. Il s'en vend plus de 30 millions. Au moment où le disque se vend le plus, il s'en vend un toutes les 6 secondes. Les funérailles de la princesse de Galles sont retransmises en direct sur les écrans du monde entier. 3 millions de gens suivent le deuil et 3 milliards à la télévision. Son mariage, 750 millions de téléspectateurs. Et sa mort, 3 milliards de téléspectateurs. On voit qu'elle a colonisé voilà, le cœur pas seulement des Britanniques, mais du monde entier. Mère Teresa, une autre icône mondialement connue, vient de mourir. Mais personne n'en parle car les obsèques de la princesse de Galles éclipsent sa disparition. C'était un moment d'histoire et j'ai eu un immense sentiment d'émotion. Des funérailles uniques entre respect du protocole et explosion des codes de la couronne britannique. Car parmi les invités se trouvent d'immenses stars, Tom Hanks, Steven Spielberg, Nicole Kidman, Tom Cruise, Luciano Pavarotti et Hillary Clinton. Sur les 2000 invités officiels, certes, il y avait des stars du cinéma, de la chanson, des hommes et des femmes politiques, mais il y avait aussi, dans Westminster, des sans-abri, des malades du sida, des gens dont Diana s'occupait de son vivant, des gens d'association, et il n'était pas question de les laisser à la porte regarder sur un écran géant. Une cérémonie très spéciale qui a pourtant bien failli ne jamais avoir lieu. Car à l'annonce de la disparition de Diana, Élisabeth II, qui est aujourd'hui la reine la plus populaire du monde, se retrouve pour la seule et unique fois de son règne en décalage total avec son peuple. Le 31 août 1997, quand Lady Di meurt à Paris, la reine n'est pas à Londres. Elle est en vacances en famille dans son domaine de Balmoral en Écosse et elle ne réalise pas l'impact de cette disparition sur son peuple. La reine d'Angleterre n'aimait pas Diana. Et tout d'un coup, la mort de la princesse, car elle était restée princesse, l'a replacée au cœur de la famille royale. Élisabeth II se refuse à prendre la parole officiellement. Son silence va durer 4 jours. 4 jours pendant lesquels son peuple ne la comprend pas. Il la trouve froide et insensible. Je pense que c'est honteux qu'il ne soit pas ici à Londres.
Et la plupart des gens avec qui j'ai discuté ce matin pensent exactement la même chose. Je pense qu'il la traite très mal. C'est absolument choquant. Je crois que ce sont les gens les plus froids qu'il existe sur cette planète. La reine d'Angleterre, d'une part, a eu une réaction personnelle qui sans doute a manqué d'émotion et d'affectivité à titre personnel. Mais surtout, elle n'a pas du tout senti quelle allait être la réaction de son peuple, la réaction populaire qui a été énorme. En réalité, pour la reine, c'est un drame familial qui se joue. Elle veut à tout prix tenir ses petits-fils, William et Harry, à l'écart des rumeurs qui circulent sur la mort de leur mère. La première chose qu'elle dit, c'est il faut retirer immédiatement les radios des chambres des enfants. Et ça, c'est un geste fort, c'est-à-dire que Élisabeth, son premier réflexe a été de protéger ses petits-fils. En 44 ans de règne, c'est la première fois qu'un tel fossé se creuse entre la souveraine et son peuple bouleversé par l'émotion. Et donc, il y a eu ce climat incroyable d'une émotion populaire d'un peuple de 70 millions d'habitants en larmes et d'une souveraine qui n'a pas du tout senti ce moment. La presse anglaise a vraiment des titres très forts à ce moment-là. Elle interpelle la reine d'Angleterre directement. « Madame, où êtes-vous? Parlez-nous, montrez-nous que vous avez de la peine. » Et donc, la reine, à ce moment-là, elle se refuse à céder à la pression des tabloïds. La tension monte, le peuple attend un signe de sa reine. Il veut voir son drapeau en berne au-dessus de Buckingham. Mais Élisabeth II refuse catégoriquement. Jamais elle n'aura été aussi impopulaire. Son attitude devient même une affaire d'État, et c'est Tony Blair qui la fera plier. Tony Blair, qui était un jeune Premier ministre, lui a compris et a senti, et disons d'une certaine manière, a surfé politiquement sur la mort de Diana pour adhérer avec le peuple à cette émotion collective. Mais il a mis quand même 48 heures à convaincre la reine d'Angleterre d'avoir des gestes. Des gestes qui, à l'arrivée de la reine à Londres 5 jours plus tard après la mort de Diana, font certes redescendre la tension, mais sonnent faux, comme ce discours en direct à la télévision. D'abord, je veux rendre moi-même hommage à Diana. C'était une femme exceptionnelle et douée. Dans les bons comme dans les mauvais moments, elle n'a jamais cessé de sourire, d'aimer, ni d'inspirer les autres grâce à sa chaleur et à sa gentillesse. C'est vrai qu'on se souvient avoir été choqué par cette espèce de discours quasi insensible. C'était étrange par rapport à l'émotion, à la tristesse de tout Londres, toute l'Angleterre, le monde entier. C'est un exercice qu'elle exècre. Pour la reine, ce discours, en direct, la veille des obsèques, c'était une première, que ce soit dans le dispositif, que ce soit dans le direct, et c'est même un discours qui avait été réécrit pour elle pour qu'il paraisse le plus chaleureux possible. Un épisode d'une tension extrême qui a fait vaciller la couronne et qui prouve qu'à la fin des années 90, Diana avait remplacé la reine dans le cœur des Britanniques. Elle se sent totalement exclue. Elle sent que l'amour, tout l'amour qui est porté pour Diana, c'est presque un rejet pour elle. Une jeune petite de 11 ans lui donne ses roses et qu'elle lui dit « Mais est-ce que tu veux que je les mette pour toi, ces roses-là » et que cet enfant lui dit « Mais elles sont pour vous, ces roses. » On voit ces images où elle dépose des fleurs devant Buckingham, etc. Mais on la sent extraordinairement figée, contrainte. Ce jour-là, Élisabeth II a compris que Lady Di avait conquis le monde en étant proche des gens. Une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Ça a été quelque chose pour elle qui a été de l'ordre de l'électrochoc. Elle a vraiment dû tenir plus compte de l'opinion populaire. William et Harry, les fils de la princesse Diana, ont aujourd'hui 40 et 38 ans. Cela fait 25 ans que leur mère a disparu, mais elle est toujours extrêmement présente dans leur vie. Nous avons eu tant de chance d'avoir une telle mère. Il ne se passe pas une seule journée sans que nous ressentions son absence et son influence. Elle était vraiment un exemple pour nous deux. Elle était très attentionnée. Bien sûr, c'est notre mère. C'est donc normal que nous disions cela. Elle était tellement affectueuse et douce. Elle nous manque à nous, bien sûr, et à bien d'autres. Il y a tellement de choses dans la vie du prince William et du prince Harry qui sont déterminées par ces années qu'ils ont passées avec leur mère, c'en est assez fascinant.
Leur choix de carrière montre qu'ils auraient voulu pouvoir la sauver. C'est pas anodin, si vous y pensez, que William soit pilote ambulancier. Ce n'est pas pour rien que Harry aussi, dans sa mission militaire, a voulu conduire des hélicoptères, être dans l'urgence, dans la réactivité. À cause de l'immense notoriété de leur mère, William et Harry ont dû grandir sous les feux des projecteurs. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous demander de respecter l'espace de mes enfants? Alors, à sa mort, la famille royale a tout fait pour les préserver. Il faut se souvenir qu'après la mort de Diana, il y a eu un pacte avec la presse. Et ça, c'était très important. Le pacte, c'était on ne touche pas au prince William et au prince Harry, on les laisse se reconstruire. Aujourd'hui, elle aurait voulu qu'on s'engage à protéger ses fils bien-aimés, William et Harry, d'un destin similaire. Depuis sa disparition, les fils de Diana nourrissent une haine féroce des médias. William fait d'ailleurs tout pour protéger sa femme, Kate Middleton, et leurs enfants. Régulièrement, il y a des rappels à l'ordre en disant « laissez-nous vivre, laissez-nous exister, rappelez-vous finalement le drame de Diana, ne recommençons pas ». William et Kate ont fait un choix assez radical en termes de communication. Très vite, ils ont fermé les portes, ils ont fermé les fenêtres, ils ont mis des piquets, ils ont mis des clôtures. Il faut savoir que depuis l'accident de Diana, il y a eu des accords entre les journaux, tous les tabloïds, et la couronne britannique. Des accords qui les menacent de ne plus avoir d'informations, de bloquer leurs photographes pour tout ce qui est officiel, etc. Donc ça s'est durci. Alors, quand un tabloïd français publie des photos volées de Kate Middleton seins nus, le couple princier se montre intraitable. Ils ont obtenu 100 000 € de dommages et intérêts à l'issue d'un procès très médiatisé en 2017. Ils demandaient à l'origine 1,5 million d'euros. L'action intentée à Closer pour les photos prises lors de leur lune de miel, elle a créé un précédent en fait. C'était un moment assez unique. Là, ils ont estimé que le degré d'intrusion était trop élevé et qu'ils ne pouvaient pas le laisser passer. Harry, lui, a longtemps été l'enfant terrible des Windsor et sa réputation sulfureuse a fait la fortune des tabloïds du monde entier. Le prince Harry était devenu rapidement une cible pour les paparazzi après Diana. Chez Harry, il y a toujours de la surprise. Il y a un petit pétard qui traîne, il y a un truc qui tourne pas rond, il y a un petit problème, il y a un petit scandale. Il buvait, il se droguait, il passait son temps dans des soirées orgiaques. Le prince Harry provoquait souvent en duel les paparazzi, ce qui amplifiait en plus le scandale. Il y a des périodes où Harry n'a géré que des révélations successives négatives. La presse a aussi relayé une rumeur très persistante. Harry serait le fils d'un amant de Lady Di, un militaire avec qui elle aurait eu une liaison pendant 5 ans au milieu des années 80. Il est roux, James Hewitt est roux. Une rumeur que le principal intéressé a démenti 20 ans après la mort de Diana, en 2017. Êtes-vous le père d'Harry? Non, absolument pas. Pourquoi on ne cesse de le répéter? Ça fait vendre des journaux. Et d'ailleurs, Diana, dans une de ses confidences à un de ses chauffeurs ou maîtres d'hôtel ou dans des lettres ou je ne sais quoi, disait qu'elle ne savait même pas comment elle avait pu faire Harry, tellement leur couple à ce moment-là était déjà en désastre. Donc ça veut quand même dire qu'elle l'a fait et que donc elle l'a fait avec Charles. Mais Harry garde une immense méfiance à l'égard des médias. Harry a dit qu'il était complètement parano par rapport à la presse People. Il a peur d'être étouffé par la presse People. Quand vous regardez l'essentiel des photos de Harry, il ne regarde pas les photographes. C'est-à-dire qu'il a toujours fait en sorte d'avoir le regard qui va ailleurs. Il a gardé ce traumatisme terrible de la mort de sa mère et il est intraitable avec les médias. Il y a quelques années, pour la première fois, Harry s'est confié de son plein gré à la presse. Je peux dire sereinement que perdre ma mère à 12 ans et bloquer toutes mes émotions pendant ces 20 dernières années, ça a eu de lourdes conséquences. Sur ma vie personnelle, oui, mais aussi dans mon travail. Il est un peu perdu, cet enfant-là. Et c'est normal, quand on se souvient de lui suivant le cercueil de sa mère, on peut imaginer que ça vous laisse des traces pendant un certain temps, mais il est extrêmement sympathique, je trouve. Il a fait plein de bêtises d'adolescent, mais moi j'ai beaucoup d'indulgence pour lui. Des 2 fils de Diana, Harry est celui qui a toujours été le plus naturel.
C'est vrai qu'on le regarde avec plaisir, il a dans les yeux déjà une expression plus lisible, il rigole, on voit quand ça pétille, on voit quand il froisse les sourcils, il est plus expressif. William est l'aîné et celui qui a le plus été confronté aux douleurs de sa mère. Il en a tiré de nombreuses leçons. William marche dans les pas de Diana telle qu'elle aurait dû être quand elle a été programmée pour épouser Charles. Il fait comme Diana aurait dû faire, et d'ailleurs comme elle a fait pendant des années. Et ils en ont fait un héritier, un successeur au trône parfait. Il faut d'ailleurs se méfier, il est trop parfait. Il est très conservateur et la reine a été un refuge, un conseil très important pour lui. Il a sur sa table de nuit un portrait d'elle. Elle est son modèle en tout. Deux caractères très différents qui s'expliquent aussi par l'ordre de succession au trône. William régnera un jour, ce qui n'est pas le cas de son frère. Il est formaté pour le pouvoir, pour la géopolitique, pour l'armée, pour toutes les charges qu'il va devoir remplir. Car depuis qu'il a 19 ans, Harry a repris le flambeau des actions caritatives de sa mère. Il est très investi pour la défense des laissés pour compte. Par exemple, il va rencontrer les enfants, il s'implique dans la lutte contre le sida comme sa mère. On sent vraiment que Harry veut prolonger aujourd'hui la mémoire de sa mère. En 2016, il n'hésite pas à bousculer le protocole avec Elisabeth II en personne, souvent jugée trop rigide. Là où il a été très bon, c'est quand il a demandé à sa grand-mère, la reine Elisabeth II, rien que ça, d'être figurante dans une vidéo pour faire le buzz sur Twitter. Oh, un message. Oh, c'est un message de Michel. Ça va être drôle. Tu veux qu'on le regarde ensemble? Hé, Prince Harry, vous vous souvenez quand vous nous avez demandé de nous préparer pour les Invictus Games? Méfiez-vous. Oh, vraiment? Le 29 avril 2011, 14 ans après la mort de la princesse de Galles, son fils aîné, William, épouse Kate Middleton dans l'abbaye de Westminster. Un milliard de personnes regardent la cérémonie diffusée en Mondovision. La couronne britannique rayonne à nouveau dans le monde entier. Moi, j'ai regardé, j'aime beaucoup ces cérémonies, j'adore. C'est sans doute une âme de petite fille qui revient. On a envie d'avoir une robe de princesse, c'est très joli. Évidemment, j'ai regardé le mariage de Kate et William. Et d'ailleurs, j'étais très contrarié de ne pas avoir reçu mon Bristol. Mais bon, je passe. Oui, j'ai regardé cette cérémonie absolument incroyable. Moins pompeuse que le mariage de Charles et Diana en 81, mais très beau mariage. Je me rappelle de ces arbres dans Westminster, dans le hall. C'était à la fois vert, il y avait du monde, la terre entière était là. Ce jour-là, Kate Middleton fait son entrée dans la dynastie des Windsor. Et cette union a quelque chose de révolutionnaire. C'est la première fois qu'un futur roi épouse une femme qui n'est pas issue de l'aristocratie. Le simple fait que le prince William ait épousé Kate Middleton est déjà un acte de modernité, très fort en Angleterre. Et si cela a été possible, c'est grâce à Lady Di. Elle a réussi une chose, c'est d'élever des enfants qui sont capables d'aimer, qui sont capables de tomber amoureux, et qui sont capables de tomber amoureux et d'imposer les gens qu'ils ont envie d'imposer dans un système un peu compliqué qu'est la famille royale. Quand William dit oui à Kate Middleton 30 ans après le mariage arrangé de ses parents, il est absolument sûr de son choix. Il épouse une femme qu'il aime, peu importe qui elle est et d'où elle vient. William et Kate, ils sont sortis ensemble, ils ont vécu ensemble, ils ont partagé une résidence d'étudiants ensemble, ils se sont aimés, ils se sont quittés, ils se sont retrouvés. C'est un couple comme monsieur et madame tout le monde. Ils ont fait leur expérience, ils sont revenus et c'est en pleine connaissance de cause qu'ils ont décidé de faire leur vie ensemble. Et ce jour-là, Kate Middleton, une jeune bourgeoise née dans une petite ville à l'ouest de Londres, réalise son rêve et celui de ses parents. À l'adolescence, une scène de théâtre qu'elle joue avec deux camarades a comme un air de prophétie.
Est-ce qu'il va tomber amoureux de moi? Oui, en effet. Et m'épouser? Et vous épouser. Je voudrais vous épouser. M'épouser? Voulez-vous être ma femme? C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Alors, dites-moi oui. Oui, oh oui, cher William. On raconte qu'elle avait un poster de lui dans sa chambre, ce qu'elle a démenti, on ne sait pas si c'était vrai. Kate a été élevée pour devenir princesse. Je dirais toujours, c'est comme elle était élevée comme une missile guidée pour attraper le prince. Kate, c'est une programmation. Diana, c'est un enlèvement. Kate, ses parents voulaient. Son ascension sociale est sans précédent. On a vraiment le sentiment qu'elle a gravi tous les échelons pour vraiment arriver au firmament. Et que peut-on imaginer de plus grand, de plus fort, de plus beau que de devenir un jour reine d'Angleterre alors que rien ne la prédisposait à ça? Les parents de Kate veulent le meilleur pour leur fille. Et ils ont quelque chose qui va séduire William. Lady Diana a toujours dit qu'elle avait essayé de donner à ses enfants l'éducation la plus normale possible. Et c'est pour ça que quand il rencontre la famille Middleton, ça marche tout de suite. Parce que c'est une famille unie, sans à-coups, sans drame, sans passion, sans déchirure. Pour gravir les échelons, Kate a mis en place une vraie stratégie en accord avec ses parents. Elle n'a pas été faire ses études à St Andrews par passion pour l'Écosse ou par passion pour l'histoire et l'histoire de l'art. Elle a simplement voulu se trouver dans l'entourage immédiat du prince William. Elle n'avait aucune casserole quand elle est arrivée pour ses fiançailles avec le prince William, et c'était une condition déterminante. S'il avait existé à l'époque des photos de Kate Middleton en train de faire la fête, complètement saoule, vomissant dans les rues comme beaucoup d'Anglaises, jamais elle n'aurait pu devenir la potentielle femme du futur roi d'Angleterre. Alors maintenant qu'elle est devenue l'épouse du futur roi d'Angleterre, comment vit-elle la comparaison avec sa belle-mère? Bien sûr, il y a l'ombre de Diana. Et je pense qu'elle va nous surprendre. Je pense qu'elle va, sans doute, par des engagements, des œuvres, elle va être condamnée à nous surprendre. Kate, très intelligemment, a su assumer l'héritage de Diana. Elle est la nouvelle Diana. Et là où elle a été intelligente, c'est qu'au lieu d'être en lutte contre ça, elle a ponctué ses apparitions publiques, ses interventions d'hommage à Lady Diana. Alors c'est vrai que William l'a mise dans cette voie de manière extrêmement puissante en lui offrant, c'est très fort symboliquement, la bague de fiançailles de sa mère. Quel signe quand même, quel destin. C'est étrange qu'il l'ait donné comme bague de fiançailles à Kate. Je ne sais pas, moi, ça m'a fait un drôle d'effet. Comme vous l'avez remarqué, c'est la bague de fiançailles de ma mère. Bien sûr, elle est très importante pour moi, tout comme Kate. C'était la seule manière de les réunir, de m'assurer que ma mère soit présente aujourd'hui, qu'elle ne rate pas ce moment important, car nous allons passer le reste de notre vie ensemble. Kate a aussi tiré des enseignements des erreurs de Diana, et elle fait tout pour être irréprochable aux yeux de la couronne. Quand elle est entrée dans cette famille, la devise a été, c'est assez clair, tout sauf Diana. Elle voulait rentrer dans le système. Et donc, depuis qu'elle est rentrée dans le système, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'erreur. Eh bien, on ne trouve pas. C'est sans faute. Kate, elle veut tout contrôler. Elle est toujours un petit peu la petite conscience là qui va lui dire fais ceci, fais cela. Bon, on chuchote quand même qu'elle a une énorme influence sur lui. Élisabeth II aussi a tiré des leçons du passé, et pour elle, Kate est l'héritière parfaite. Alors, elle va tout faire pour la protéger. Donc à partir de là, il y a même un certain pacte qui s'est mis en place, ce qu'on appelait le pacte Middleton, ce qu'à Buckingham Palace on traduit par les Middleton Rules, c'est-à-dire que la reine a quelque part accepté avec Kate de faire quelques concessions pour ne pas reproduire le schéma désastreux de Diana. La reine veut surtout la mettre dans le droit chemin. La famille royale a été tellement traumatisée par l'événement de Diana qu'ils la contrôlent beaucoup. Kate, elle a un coach qui s'appelle Elisabeth II. Et elle apprend à ses côtés. Elle apprend la plupart du temps silencieusement en la regardant faire, en la regardant agir. Et elle l'écoute. Comme Kate et William sont très conformistes, on les accuse souvent d'être trop lisses. Quand on les voit à l'Élysée et tout ça, elle arrive, elle a la bonne robe, le bon petit machin, enfin, il n'y a pas d'éclat, elle n'a pas de passion, on ne sait pas ce qu'elle aime,
On ne sait pas qui elle est, mais à la longue, les gens, ils ont besoin de quelque chose pour rêver. On rêve pas sur... Rêver, c'est pas dormir. Eux dorment. Je sais bien que certaines personnes pensent que William et Kate sont lisses. Moi, je ne pense pas. Je pense que justement, ils ont conscience du fardeau qu'ils ont sur les épaules. Ils sont pas là pour amuser la galerie. Bien qu'adorée, Kate n'a pas encore totalement conquis le cœur des Britanniques. Kate a, comme tous les êtres humains, sans doute sa part d'ombre. Mais peut-être que la faiblesse de Kate pour être vraiment dans le cœur de tous les Britanniques, à hauteur de ce qu'a été Diana, c'est que cette part d'ombre, les Britanniques ne la connaissent pas. En 16 ans de vie sous les projecteurs, Diana est devenue une vraie star. On peut la considérer comme une vraie people et peut-être l'icône people ultime des années 90. Tous les gens qui l'entouraient, que ce soit voilà, les grands couturiers, les chanteurs, les acteurs, ils trouvaient que cette femme, elle était magnétique. Elle s'était façonnée une image d'icône planétaire. Lady Di a opéré une métamorphose incroyable sous les yeux du public. Au départ, Diana, c'est vraiment la provinciale anglaise, un petit peu rondouillarde, qui ne fait pas attention, qui n'a pas du tout été éduquée au glamour et au sexy. Pendant des années, d'ailleurs, on l'appelle Shy Di. Ça veut dire la Diana timide. Après, elle va devenir extrêmement sexy, elle va d'ailleurs sculpter son corps, elle va muscler son corps, elle va comprendre que son image est un atout, mais primordial pour son succès et pour qu'on parle d'elle. Diana a toujours été très à l'aise devant les objectifs. Elle a très vite compris que c'était un bon moyen d'attirer l'attention. Le seul acte d'amour que son père avait à son égard, c'était de la prendre en photo. L'amour de son père, c'était les photos. Et finalement, l'amour qu'elle recevait des gens, c'était à travers ces photographies. Si Diana joue à la femme fatale, c'est pour prendre sa revanche sur Charles. Car entre eux, rien ne va plus. En 1994, 3 ans avant la mort de la princesse, son mari avoue même en direct à la télévision qu'il l'a trompée. Avez-vous essayé d'être fidèle à votre femme quand vous avez prononcé vos vœux de mariage? Oui, absolument. Et vous l'avez été? Oui. Jusqu'à ce que ce mariage devienne impossible à sauver. Comme je l'ai déjà dit, c'est une chose profondément regrettable. Mais ça arrive parfois, et malheureusement dans ce cas, c'est arrivé. Une humiliation à laquelle elle va réagir sans attendre. Quelques jours après cette révélation, il y a une énorme soirée Vanity Fair. Évidemment, Lady Di est invitée. Et ce jour-là, on va comprendre que son look, sa mode, c'est un petit peu un journal intime. Elle nous fait passer des messages. Elle va arriver dans une robe moulante, bustier, donc déjà très sexy, et en plus courte, au-dessus du genou, ce qui est totalement interdit par la couronne et interdit par la reine d'Angleterre. Quand elle s'est révélée être une femme trompée, eh ben, Loi Blanche a ouvert ses ailes et à partir de ce moment-là, elle a décidé de prendre sa liberté et c'en était terminé pour la famille royale. La princesse de Galles tourne le dos au Windsor et elle va mettre en place une véritable stratégie médiatique pour manipuler l'opinion publique. Elle veut devenir incontournable et saboter la réputation de la famille royale. C'est-à-dire qu'elle va choisir ses tenues pour être la plus éblouissante possible au bras de Charles. Diana va exploser à ses côtés. C'est elle qui va devenir la femme qu'on va mettre sur les couvertures des magazines. Charles va être relégué au second plan, finalement. Elle va procéder à un mélange total des genres, une confusion qui va d'ailleurs lui être fatale, parce qu'elle va rentrer dans ce jeu de la médiatisation à l'extrême et engager un rapport très trouble avec les médias d'un côté et les paparazzis de l'autre. Elle les a utilisés avec beaucoup d'intelligence, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au niveau médiatique, elle a compris qu'elle avait plus de poids que lui et que dans le cœur des gens, elle le détrônerait toujours. Irène Frein l'a rencontrée à plusieurs reprises et elle se souvient d'une soirée de novembre 1994 où Diana, totalement transfigurée, a fait son entrée comme une star d'Hollywood au château de Versailles pour une soirée caritative. Je vois arriver une Diana décolletée dans le dos, décolletée devant, hyper bronzée. Elle est absolument ravie de prendre une douche de flash. Et c'est l'absolue reine de la fête. Et le président Giscard d'Estaing, mais
fond devant elle comme neige au soleil. Je suis à quelques mètres et ça m'amuse terriblement. Si Diana devient un symbole pour les Britanniques, c'est aussi parce qu'elle s'oppose à la couronne. Quand vous la voyez à 19 ans, jeune fiancée avec la robe un peu transparente, gourdasse, assistante de péricultrice, tête penchée, elle est charmante, mais elle n'a pas de présence, elle n'a pas de caractère. Elle se l'est forgée dans la difficulté de Buckingham Palace. Une institution très rigide, paralysée par le protocole. C'est parce qu'elle avait une personnalité très forte, précisément, que très vite, elle a considéré que ses codes, ses obligations, ses contraintes étaient beaucoup trop importantes, beaucoup trop nombreuses, beaucoup trop présentes pour être acceptables sans les transgresser. Ses premières transgressions, elles concernent l'éducation de ses fils William et Harry. Diana refuse qu'ils soient coupés du monde. Elle est allée contre l'avis de la reine et du protocole royal pour instaurer un système, dans ses yeux, qui était plus juste pour ses enfants. Elle les conduit tous les jours à l'école, elle-même. Elle les emmène partout. Elle est très tendre avec eux, du jamais vu dans la famille royale. Les enfants, ça a été les plus grands bonheurs de Diana. Ils viennent remplir ce vide qu'elle ressent, ils viennent mettre du baume sur sa solitude. Donc elle a eu un rapport avec ses fils extrêmement puissant, extrêmement charnel, très aimant. Diana est vraiment la maman gâteau, la maman vers laquelle on se précipite quand on a envie d'un câlin, alors que Charles, c'est le père qu'il faut rendre fier en étant impeccable, en ayant respecté tous les codes et en n'ayant pas débordé quand on colorie, par exemple. Diana a révolutionné la couronne britannique et son rapport avec le peuple. Alors que jusqu'alors, c'était très froid, très glacé, très paralysant, Diana a apporté quelque chose d'improvisé. Au début, Diana porte toujours des gants, parce qu'il est de tradition que les membres de la famille royale, les femmes portent des gants, et quand vous serrez la main, quand la reine d'Angleterre serre les mains de quelqu'un, elle a forcément sa paire de gants. Mais un gant, ça induit une distance entre la souveraine et son peuple. Diana, elle va enlever ses gants, elle va toucher les gens, et ça va vraiment tout changer. La princesse du peuple, comme on l'appelle, sait qu'elle ne trouvera jamais sa place dans la famille royale. Je pense que Diana était quelque chose de... C'était un ovni dans la famille royale, quoi. Mais qui trouve sa place dans cette histoire-là, à moins d'avoir une ambition démesurée de la place? Qui trouve sa place quand t'as rien à faire, sauf à couper des rubans? Alors, elle dessine elle-même le rôle qu'elle entend jouer. Elle veut se donner tout entière au public et elle devient ce que les médias ont appelé un mannequin humanitaire. Elle a créé un personnage. Ce personnage, c'est cette princesse, quasiment un mannequin dans sa beauté, qui est à la fois engagée sur le terrain et aux côtés des plus fragilisés. C'est ce que certains médias ont appelé un mannequin humanitaire. Et Diana, en forgeant ce personnage de mannequin humanitaire, elle a rapidement conquis les cœurs et elle était en capacité de tenir tête à la royauté, à la monarchie, au moment où il le fallait. Elle était impayable, elle était formidable dans les hôpitaux, les mines antipersonnelles, les malades du sida. Tout à coup, elle apportait cette chose chaleureuse et charitable que la couronne d'Angleterre n'avait pas du tout. La princesse de Galles a un besoin viscéral de se sentir utile et de donner de l'amour. Quand elle allait quelque part, il y avait une vraie émotion. C'était pas calculé, je pense. Elle était sincère, elle était vraie. Elle avait beaucoup d'amour à donner. Elle ne recevait pas assez de ses proches, mais là, elle en avait énormément à redistribuer. Vous savez, c'est un peu choquant ce que je vais dire, mais Mère Teresa aimait aussi beaucoup les photographes. L'abbé Pierre aimait aussi beaucoup les photographes. Il y a chez ces personnages admirables, il y a aussi la volonté de ne pas s'oublier eux-mêmes. Elle s'investit tellement qu'elle devient même capable de faire basculer l'opinion publique. À l'époque, quand Diana embrasse un malade du sida, c'est iconique, c'est ultra important. Et cette photo-là, elle a été très marquante. Elle sera commentée des années plus tard par Bill Clinton en personne.
Elle a montré au monde que les malades du sida ne méritent pas d'être mis au banc de la société, mais qu'ils doivent susciter la compassion. Et ça, c'est un des événements qui font que cette princesse est sortie, pour le coup, des tabloïds, pour avoir sa ligne dans les manuels d'histoire, tout simplement. À la fin des années 90, ses actions caritatives lui permettent de conquérir le monde. Véritable star des médias, elle est omniprésente, alors qu'on n'entend plus jamais parler de la famille royale. C'était un peu Diana partout, quoi. C'était Diana en Afrique, Diana en Inde, Diana au Pakistan, Diana aux États-Unis, pour faire des ventes aux enchères pour ses œuvres, etc. Donc c'était quasiment du Diana tous les jours. J'essaie juste de pointer du doigt un problème qui se passe dans le monde entier. C'est tout. Elle est devenue plus populaire que Charles. Même la reine a dû le prendre pas très bien. Parce que c'était pas prévu, c'est pas élégant d'être populaire. Sa notoriété monte en flèche, les hommes la courtisent, et puisque son mariage avec Charles prend l'eau, elle ose se montrer séductrice, et les rumeurs se multiplient. Elle est célébrissime, elle est désirée par des centaines d'hommes. Je crois que ce sont des hommes qui l'ont aimée, qui ont été touchés par elle, qui l'ont rendue belle, parce que l'amour, ça rend beau, qui lui ont donné le plaisir, le goût, le plaisir. Peut-être qu'avec Charles, c'était pas du tout bien. Va savoir. En tous les cas, après, elle était mieux, donc ça devait être mieux. On dit qu'elle était amoureuse de George Michael, on lui prête des relations avec John Travolta et même avec le président Valéry Giscard d'Estaing. Des rumeurs persistantes, mais jamais prouvées. À la fin de sa vie, la liaison dont tout le monde parle, c'est celle qu'elle entretient avec Dodi Al-Fayed, qui est mort tragiquement à ses côtés. Les médias ont traqué le nouveau couple pendant l'été 1997. Dodi s'était surtout signalé par une carrière de playboy, mais il avait été également producteur à Hollywood, notamment d'un film qui avait eu beaucoup de succès, Les Chariots de feu. Mohamed Al-Fayed avait été très flatté de la récente liaison de Diana avec son fils. Vous voyez un petit côté House of Cards, amoureux. Car Dodi est en guerre contre la Grande-Bretagne et cette relation avec Diana a tout d'une vengeance. Dodi, c'est un homme qui est flambeur, qui a envie de l'attention. C'est un homme aussi à qui le Royaume-Uni a refusé, notamment son père, la citoyenneté britannique. Donc il a une revanche à prendre sur le Royaume-Uni. Quelle plus belle revanche que finalement d'afficher un amour avec la princesse adulée du peuple britannique. De son côté, avec cette liaison, Diana montre une nouvelle facette de sa personnalité, celle d'une manipulatrice hors pair. Elle connaît la plupart des photographes et journalistes influents et elle multiplie les contacts avec eux pour maîtriser son image. Il y a cette fameuse photo d'elle absolument splendide sur le plongeoir du bateau de Dodi. Elle est magnifique, elle convoque officieusement les paparazzis pour qu'on la voie plonger du bateau, pour qu'on la voie soi-disant dans une merveilleuse histoire d'amour. Évidemment que le bisou sur le bateau à Saint-Tropez au large avec Dodi, il n'est pas venu par hasard. Tous les photographes étaient avec des bateaux autour, ils savaient plus ou moins à quelle heure, il y avait des informations entre la sécurité et les photographes. Bon, voilà. Donc là, on est dans un jeu qu'elle a orchestré tout l'été. Tout ça est en grande partie fabriqué pour rendre la monnaie de sa pièce à la famille royale et bien sûr tenter de rendre jaloux Asnad Khan. Asnad Khan, c'est un chirurgien pakistanais dont Diana est folle amoureuse depuis 2 ans et qui vient de la quitter. La minute où elle voit cet homme, elle est en plein coup de foudre. Ça, c'est fascinant. Lui, il va mettre un peu plus de temps. Il est forcément charmé, impressionné. Comment cet homme a-t-il réussi à séduire la femme la plus désirée du monde? Il incarne ce dont elle aurait eu besoin chez Charles, à savoir quelque chose d'assez paternel, protecteur, très aimant. Leur relation est très secrète et à ses côtés, Diana est enfin heureuse. Cette liaison est la seule qu'elle a réussi à cacher. De ses 2 fils, seul William est mis au courant et il ne trahira jamais le secret de sa mère. On sait aujourd'hui encore très peu de choses sur la plus importante romance de sa vie. On dit qu'il se mettait dans le coffre d'une voiture pour aller lui rendre visite à Kensington. Avec Monsieur Formidable comme elle l'appelle, Diana mène une vie presque normale. Elle sort incognito dans les bars de jazz, elle fait la cuisine et parfois même le ménage. Là où l'histoire se gâte, c'est qu'elle va se mettre à rêver
toujours parce qu'elle a ce goût du conte de fées, de mariage, d'une vie différente. Le couple veut se marier, mais la famille Khan s'y oppose. La famille Khan ne veut absolument pas que leur fils épouse Lady Diana pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est extrêmement célèbre et qu'ils ont peur de cette notoriété. Et puis elle n'est pas musulmane, et puis elle a déjà été mariée, et puis elle a des enfants. Donc il y a vraiment une fin de non-recevoir. Hasnat Khan l'aime, mais il préfère rompre. Ce qui va sonner le glas de leur relation, c'est quand elle commence un peu à fuiter dans les journaux. Il aime la princesse, mais toute cette partie qui l'entoure lui fait peur et même, je dirais, le répugne. C'est exactement l'inverse avec Dodi. Diana mourra seulement quelques semaines après cette rupture. Hasnat Khan assistera à ses funérailles en toute discrétion. À la fin de sa vie, elle était devenue le meilleur ennemi de la monarchie et surtout l'idole de millions de personnes. Diana, elle a fait connaître à cette couronne une crise comme elle n'avait pas connue depuis des siècles, et surtout une crise d'impopularité. Le peuple britannique se mettant d'un seul homme derrière Diana. 16 ans plus tôt, en juillet 1981, Diana s'apprête à vivre le plus beau jour de sa vie. 2 millions de Londoniens se massent dans les rues pour suivre le cortège nuptial, et c'est la première fois qu'un mariage princier est retransmis en direct par toutes les télévisions. Diana explose aux yeux du monde entier devant près d'1 milliard de téléspectateurs. C'était le conte de fées complet. C'était le premier mariage de ce genre depuis des décennies en Grande-Bretagne. Et c'était un énorme porteur d'espoir pour les Britanniques. Les caméras sont braquées sur le carrosse et la jeune Diana fait son entrée dans l'imaginaire collectif dans une robe qui fera rêver des millions de petites filles et qui, depuis, est devenue iconique. Cette robe qui est quand même légendaire, qui se déplie, qui se déplie, qui se déplie. Il y a des kilomètres de tissu et on la voit marcher vers son destin. C'était une chose, c'était une meringue insensée et complètement inattendue. C'est un travail colossal, c'est 7 mètres de traîne, c'est 10 000 paillettes brodées comme ça à la main avec des tout petits boutons en nacre et c'est spectaculaire. Mais quand des millions de gens célèbrent le mariage du siècle, ce que personne ne sait, c'est qu'il est arrangé, monté de toutes pièces. Les mariés ne se sont vus que 12 fois avant de se passer la bague au doigt. C'est un mariage contraint. Dans certaines civilisations, on dirait un mariage forcé. Mais là, on est en Grande-Bretagne et on est à Buckingham Palace. Diana Frances, voulez-vous prendre cet homme pour époux jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Sous ce bonheur apparent, Diana est en fait très jalouse. Elle sait que l'amour de jeunesse de Charles, Camilla, est dans la cathédrale. Et cela l'angoisse profondément. Le monde entier n'a Dieu que pour elle, et elle est obsédée que par une seule personne, c'est Camilla. Camilla est au 3e rang. Lady Di le dira plus tard, elle ne voyait qu'elle. Très tôt, il y a un problème. Et d'ailleurs, à la veille du mariage, au moment où elle doute, elle déjeune avec ses sœurs, elle se dit qu'elle ne va pas y arriver, qu'elle ne peut pas épouser le prince Charles. Au moment où, parallèlement, le prince Charles est en train de se dire exactement la même chose, je ne peux pas y arriver, c'est impossible. Donc ils ont quand même tous les deux le sentiment très fort que cette relation n'est pas bien partie. Depuis 1 an, la reine Elisabeth somme son fils Charles de se marier. Il est trentenaire et il doit absolument donner un héritier au trône. Le sentiment, c'était « Ouf, enfin, quelqu'un qui corresponde à ce que nous attendons depuis tellement d'années. » Pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Je suis là pour essayer d'apercevoir Diana et Charles. Je pense qu'elle est la femme qu'il lui faut. Tout était parfait pour un mariage heureux, un conte de fées, que tous les Britanniques, je pense le monde entier, attendaient. Diana Frances Spencer n'a que 19 ans. Elle est la première à croire à ce conte de fées. Avez-vous hâte de fonder un foyer? Oui, absolument. J'ai hâte d'être une bonne épouse. Mais elle va vite, déchantée. La pauvre, c'est une enfant. Et on se dit, mon Dieu, elle va se faire dévorer. Diana, elle est arrivée dans la famille royale complètement impréparée, complètement naïve, pensant qu'elle allait vivre un conte de fées et qu'elle allait vivre heureuse jusqu'à la fin de ses jours. Donc, elle est rentrée
dans cette famille où, immédiatement, toute sa liberté a été retirée. Quelle était la vie de Diana avant de rentrer à Buckingham? C'était une vie d'une étudiante avec ses copines. Elle était en colocation en plein cœur de Londres. Elle faisait les 400 coups, elle était très ouverte, très libre. Et tout d'un coup, eh bien, c'est pour le coup l'expression prison dorée qui lui convient le mieux. Elle est à Buckingham et elle reste pendant 5 mois cloîtrée. 5 mois, elle ne sort pas de Buckingham. Elle prépare le mariage au 2e étage. Elle était malheureuse dès le début, dans ce grand Buckingham Palace, qui était un peu comme une prison dorée pour elle, avec un mari qui ne l'aimait pas. Ils m'aimaient bien. Ils étaient très gentils avec moi, quand j'étais une invitée. C'est-à-dire? Les choses ont changé quand je suis devenue leur belle-fille. Les rôles ont changé. La réalité, c'est que Lady Di n'était là que pour remplir une fonction, donner un héritier au trône. Ça nous paraît très archaïque aujourd'hui, mais Lady Diana, elle a vraiment été choisie comme on choisit presque une pouliche dans une compétition pour trouver l'épouse parfaite au futur souverain de l'Empire britannique. Elle était apparemment bien sous tout rapport, très bien née, douce, discrète, aimant la campagne, une jeune fille qui n'a pas eu de relation, qui est vierge, sur laquelle il n'y a pas de tache, on est quand même dans un autre monde. Diana a donc été castée puis choisie car elle coche toutes les cases. Mais très vite après leur mariage, Charles reprend sa liaison avec Camilla, son amour de jeunesse qu'il épousera 24 ans plus tard. Les jeunes mariés font chambre à part et Diana se sent abandonnée. Elle avait des grandes fragilités qui n'ont pas été décelées tout de suite. Elle était toute jeune, elle a 19 ans quand même quand elle se marie, c'est rien. Ils ne se sont pas du tout rendus compte qu'elle n'était pas prête, qu'elle espérait de l'amour, qu'elle avait un besoin d'affection absolument abyssal. Et ça a été l'erreur de la famille royale. Mais en fait, le choix de Diana Spencer, c'était le plus mauvais choix. Et c'était le début d'un désastre qui allait pratiquement anéantir la famille Windsor. En réalité, cette trahison replonge Diana dans des douleurs d'enfance. Petite, elle a énormément souffert du divorce de ses parents qui se sont déchirés. Des années très difficiles qui ont marqué la future princesse au fer rouge. Cette jeune femme, au fond, qui a une enfance sinistre, quand même se rappeler jusqu'à 9 ans dans cette grande maison avec les parents qui divorcent, la mère qui trompe son mari, c'est pas le mari qui trompe la mère, c'est la mère qui trompe le mari. Alors imaginez, là, c'est quand même beaucoup plus grave. La clé de la psychologie de Diana, c'est l'abandon de sa mère. Elle l'a dit, qu'elle a entendu toute sa vie les talons de sa mère s'éloignant au moment où elle quitte la famille, au moment où elle quitte le foyer. Cet abandon premier, ça explique sa peur absolument pathologique de l'abandon. Boulimie, scarification, tentative de suicide. Lady Di connaît alors une descente aux enfers qui durera jusqu'à son divorce. Enceinte du prince William, le futur roi, elle se sent piégée et cherche à tout prix à échapper à son destin. Elle s'est jetée dans un escalier dans Buckingham Palace. Je pense probablement pour attirer l'attention sur elle. Et donc, grand effroi pendant quelques jours parmi toute la famille royale. Et finalement, après des contrôles médicaux, William n'a pas eu de séquelles suite à cette histoire. C'était le début pour Diana d'une série d'appels à l'aide. Je n'étais pas assez bonne pour cette famille, donc j'ai pris sur moi. J'aurais pu devenir alcoolique, ça se serait vu. J'aurais pu devenir anorexique, ça se serait encore plus vu. J'ai opté pour quelque chose de plus discret. J'ai décidé de me faire du mal à moi plutôt qu'à la famille royale. Derrière l'image glamour de ce couple sur papier glacé, l'isolement de la princesse est de plus en plus fort. Elle peut vraiment fondre en larmes, comme ça, d'un moment à l'autre. Et la réaction de la famille royale à ce moment-là, ce n'est pas tant de l'empathie, plutôt que du jugement. C'est mais qui est cette jeune femme qui, au final, n'a pas la carrure, n'a pas les épaules? C'est vrai qu'elle a du mal avec les jeunes femmes un peu qui ont leur vapeur, qu'un petit point entre deux matelas empêche de dormir, qui ont besoin d'aller voir un psy. La reine n'a pas besoin de psy. En juin 1982, la naissance de William l'apaise pendant quelques mois. Diana s'épanouit dans son rôle de mère.
Mais en 1984, quand elle donne naissance à Harry, son mariage est déjà condamné. William et Harry ont tous les deux compris à quel point leur mère était écrasée par le drame qui se jouait au sein de son couple. Régulièrement, la princesse pleurait dans ses appartements privés. Son destin tragique leur laissera des séquelles qui dicteront chacun de leurs choix. « 25 ans après sa mort, l'incroyable destin de Lady Diana Frances Spencer continue de passionner. Arrivait brusquement une fille qui s'appelait Diana, que tout le monde avait pris pour une cruche quand elle était arrivée, et qui avait failli mettre tout ce système par terre. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus qu'un conte de fées, c'était une histoire pour la planète. Au fond, Diana règne toujours aujourd'hui à sa manière sur la couronne britannique. On n'est plus dans la Diana mania, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'après l'âge de la passion, de l'hystérie et de la douleur, on arrive à un âge de raison où on peut évaluer son héritage historique. L'amour de Diana, à quoi est-ce qu'elle a servi? Ça a servi à donner peut-être un coup de pied dans la fourmilière pour moderniser ce pays. Moi, ce que j'adore chez Diana, c'est la manière, pourtant très douce, qu'elle a eue d'être complètement punk. Diana, c'est le pire ennemi, mais ça a été un atout pour cette couronne qui s'est décoincée. Plus qu'un atout, Diana est devenue un véritable mythe. Diana, c'était comme Kennedy, ça sera toute la vie. C'est des gens qui sont à part. Quand on regarde les membres de la famille royale depuis le début du XXe siècle, donc un peu plus de 100 ans, c'est Diana qui reste la personne la plus populaire. Elle bat même la reine. Diana, c'est presque comme si son image, elle était indestructible. Or, il y a une part d'ombre de Diana.